La base du projet, donc nous on venait s'installer ici avec ma femme et mes enfants. On vivait déjà dans une maison qu'on avait construite assez récemment, parce que ça faisait 5 ans qu'on vivait dedans, et c'est une maison passive en Eure-et-Loire. Et lorsqu'on est arrivé ici, c'était un projet de vie, changement de vie, on avait un challenge professionnel dans le secteur. On ne se voyait pas vivre ailleurs que dans une maison comme on l'avait conçue, parce que c'était vraiment extrêmement confortable, quoi. Donc on a cherché un terrain, ce qui n'était pas facile, on a eu beaucoup de chance, on a trouvé un terrain. Et on est passé par des entreprises au niveau du terrassement, de la construction ossature bois, donc après on va rentrer un petit peu plus dans la technique, ossature bois qui a été assemblée, et puis la couverture. Après tout le reste, globalement, c'est moi qui l'ai fait. On a eu la chance d'avoir une amie architecte, elle nous a dessiné donc la maison et elle a amené le projet en mairie pour le permis de construire. Par contre, elle n'y connaissait pas grand chose en termes de technique, en termes de bâtiments, matériaux biosourcés et en termes de performance, notamment de bâtiments passifs. Donc c'est moi qui après, j'ai pris son plan et j'ai adapté par rapport à ce qu'on voulait faire, ce qui était possible de faire. On a déplacé certaines pièces qui étaient sur le plan très bien placées, mais d'un point de vue bioclimatique ou autre ne l'étaient pas. Et donc voilà, j'y ai apporté moi mon expérience. Et puis je me suis appuyé également sur une prestation d'assistance et maîtrise d'ouvrage qui nous a permis de bien finaliser les plans, les aspects un petit peu techniques auxquels on ne pense pas toujours, parce qu'il avait une lourde expérience, donc il a fait aussi le suivi de chantier, parce que moi j'étais entre deux régions et sur la partie gros œuvre où je ne suis pas intervenu, ça me permettait d'être rassuré de ce point de vue-là. Utiliser au maximum des matériaux, si possible locaux quand ça pouvait être le cas, et puis en tous les cas des matériaux provenant de France au maximum. Je parle de l'ancienne maison aussi parce que le projet devait se faire, on vendait l'ancienne, ça finançait le nouveau projet et normalement sur ce projet-là j'avais décidé de laisser beaucoup la place aux entreprises. Moi je n'étais pas censé beaucoup intervenir, ce qui n'était pas le cas de mes précédents projets où en rénovation et en neuf j'ai fait quasiment la moitié des constructions. Un des grands concepts de la maison bioclimatique, on va essayer d'utiliser au maximum les forces de son présence pour avoir une maison confortable, récupérer un maximum d'énergie gratuite qui provient du soleil et en même temps ne pas se retrouver dans des zones de surchauffe l'été. Donc après analyse du terrain, on s'est rendu compte qu'en effet il y avait un arbre à faire sauter, seulement un. Le reste était un travail d'élagage et grosso modo aujourd'hui on a, grâce aux arbres ici, le pin, le chêne vert et autres, on a l'été dans les zones de forte température, de forte chaleur, une protection qui est idéale, il fait toujours très frais dans la maison, le soleil tape pas sur toutes ces grandes baies, toutes ces grandes fenêtres. Vous avez peut-être pu voir en arrivant, c'est quand même des carrés qui font 1,50 m par 1,50 m. Ça tape pas dessus. Et par contre, l'hiver, on a bien ici, donc on est plein sud, quasiment plein sud, et on a bien cette zone ici, là, sous le chêne. Bon là, il y a une branche qui descend un petit peu, mais grosso modo, il y a pas mal d'arbres ici qui perdent complètement leurs feuilles, et on a une entrée de soleil qui est vraiment parfaite et qui nous aide à chauffer la maison. Dans la maison, on va y revenir, il n'y a pas beaucoup de chauffage, il n'y a pas de système de chauffage principal, on a juste des petits appoints qui nous permettent de passer des moments d'hiver ou des périodes de mauvais temps pendant l'hiver où il n'y a pas du tout de soleil, quoi. Mais c'est très très faible. On est parti sur une recherche de performance type bâtiment passif. Alors, on n'est pas labellisé. Le bâtiment passif, aujourd'hui, c'est une démarche où il y a un cahier des charges qui est très strict, où on va faire une recherche de performance thermique dans le bâtiment. L'objectif d'un bâtiment passif, c'est un bâtiment qui, justement, est autosuffisant en termes globalement d'énergie. Alors, on a toujours besoin d'apporter quelques calories, donc c'est pour ça qu'il y a des petits compléments. Mais globalement, c'est des bâtiments qui n'ont pas besoin de chauffage central. Alors, nous, ici, on a cherché à tendre cette performance-là. Globalement, on y est. Mais je ne suis pas rentré dans la démarche de labellisation, qui est quand même un petit peu lourde et contraignante. Donc c'est des performances thermiques, on va chercher des performances, des valeurs de résistance thermique sur les bâtiments et également des valeurs d'étanchéité à l'air. Donc c'est des maisons qui sont, on s'assure d'une bonne étanchéité, une maison sans fuite. Donc un peu la philosophie, on voulait vraiment s'intégrer, utiliser que des matériaux biosourcés. Ça c'était mes valeurs parce que je fais ça depuis 20 ans. Au maximum, une maison bioclimatique avec des performances à atteindre type passif parce qu'on voulait se passer de chauffage au maximum.
L'intérêt de ça, c'est que comme il y a plein de poches d'air, c'est un isolant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on utilise ça comme un remblai. On va venir véritablement rendre plus solide les bases de la construction. On va stabiliser le sol avec ça. C'est drainant. Donc si on est sur des zones où il y a potentiellement des problèmes d'humidité, ça marche très très bien. Il n'y a pas de remontée capillaire possible dans ce genre de matériaux. Là où dans du béton ou autre, ça c'est hyper intéressant. On décaisse sur une certaine épaisseur, on met ce géotextile, on déverse ces gros sacs de mise à port et puis après on vient tasser. Et en fait quand on vient les tasser avec des petites dameuses vibrantes, on perd à peu près un tiers de sa hauteur. Ça c'est le calcul que l'on fait. Ça vient s'imbriquer. À ce moment-là, si vous mettez un poids très important à un endroit donné, ça va avoir tendance justement à pousser un peu et le reste va se soulever. Donc c'est pas bon. Et c'est comme ça qu'a été testé jusqu'à pas mal de tests de résistance de sol étaient faits comme ça. Et en fin de compte, c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner avec ce genre de matériaux. Il faut couler ce qu'on appelle la pression radiée. Donc on va couler une grosse dalle en béton ferraillée ou armée en tous les cas, et qui va être posée dessus et qui va tout équilibrer en fin de compte. Et c'est le tout qui fait que c'est extrêmement solide. Voilà. Car tant qu'on n'a pas recouvert par la dalle, si vous voulez, on ne va pas du tout avoir la résistance obtenue. Donc géotextile en dessous, mise à port, géotextile dessous, parce que pour pas que les matières se mélangent, puis après on coule. Là, on a travaillé avec du liège expansé en 10 cm de mémoire et sur 50 cm de hauteur. Donc il y a une partie qui ressort en extérieur, on pourra le voir un petit peu sous le bardage, et puis il y a une partie qui est enterrée. L'intérêt du liège, c'est que c'est un produit qui a une très bonne résistance à l'humidité, c'est imputrescible. On a fait, nous, le choix d'une finition pain Douglas, mais ça, c'est un choix perso. Donc, c'est important de le rappeler, parce que souvent, quand on pense maison bois, ça veut dire tout bois. Non, pas du tout. Une maison ossature bois peut pas du tout ressembler, en extérieur, peut ressembler à une maison classique, j'allais dire, avec un enduit classique. D'abord, il y a ce qu'on appelle une lisse basse sur le bas, qui est mis partout en périphérie, qui va être fixé dans la dalle. Et après, il y a ces grands panneaux, parce que c'est généralement préfabriqué. Aujourd'hui, beaucoup. Parfois, c'est fait sur place, mais souvent, c'est préfabriqué. Et on arrive, et c'est pour ça que ça se monte très vite, une maison ossature bois. Quand c'est préfabriqué, on arrive, ils font des tailles de structures qui correspondent à ce qu'on peut mettre sur un camion, puis là, ils arrivent avec une grue, hop, ils posent, ils vissent, ils posent, ils vissent, ils posent, ils vissent, et en fait, en effet, en une journée, toute la structure est montée. Après, il y a la couverture à faire, etc. Mais souvent, une journée, 2 journées, c'est fait. Donc ça va assez vite. Ça, c'est le côté un peu sympa. Et puis, ça peut être livré de façon assez brute, ou même déjà livré avec les isolants à l'intérieur, donc ça va encore plus vite. Bon, il y a encore du boulot derrière, mais ça va quand même relativement vite. Donc, une ossature, une lisse basse, panneau qu'on vient poser, qu'on vient visser dans la lisse basse, et puis après, pareil, il y a un chaînage qui est fait en bois avec ce type de matériau encore qui va venir ceinturer tout ça pour que ça se tienne. Et pour pas que l'ossature se casse la figure, il y a ce qu'on appelle le contreventement. Donc c'est des panneaux d'un côté ou de l'autre, il y a différentes techniques. Alors imaginons ça, c'est l'ossature. Bon, c'est pas les mêmes matériaux, mais ça pourrait. C'est tous les deux des poutres. Et puis on va avoir, pour pas que ça se casse la figure, sinon ça tomberait comme ça, on vient mettre hop, un contreventement qui va être fixé dedans et qui va vraiment faire toute la solidité de l'ouvrage. D'abord, on a fait un choix d'ossature qui n'est pas une poutre, on va dire, classique. Ça pourrait être un massif, ça, par exemple, en imaginant. Nous, on a mis déjà des poutres, on appelle des poutres en I. Donc, une poutre en I, c'est un produit manufacturé. Ça remplace très ingénieusement une poutre massive. Ça a de nombreux avantages. Thermiquement, déjà, c'est un petit peu plus performant. Parce que même si le bois reste un matériau beaucoup plus intéressant que du béton ou de la pierre d'un point de vue thermique, qui transmet difficilement le froid. Donc, on va un peu plus loin, on utilise ce genre de matériau. Donc, c'est une poutre, mais en fin de compte, les parties épaisses sont que devant et derrière. C'est un peu comme un IPN, et tout le reste, voilà, c'est une âme qui est relativement faible. Ce qui fait que derrière, on va isoler, on va rajouter notre isolant, une fibre de bois par exemple, voilà, et c'est vraiment, finalement, notre mur, c'est quasiment qu'un isolant, quoi. Et le pont thermique, il est de cette épaisseur-là, c'est ridicule. Et là, on ne le voit plus. Donc ça, c'est une façon de réduire le pont thermique dans ce type de bâtiment. Et puis, on va même plus loin, parce qu'on fait ce qu'on appelle une isolation manteau. On va compléter l'isolation. Donc là, il y a de l'isolant là, il y a de l'isolant aussi ici. Et on va compléter l'isolation avec un panneau isolant qui va venir sur tout le tour de la maison. Ici, on est à 240 d'épaisseur de poutre en I. Devant, on a 6 cm en plus de fibre de bois rigide, qui s'appelle plus... Aujourd'hui, c'est l'intégrale. À l'époque, ça avait un autre nom. Et qui est une fibre de bois. C'est des panneaux qui viennent s'emboîter, qui terminent l'isolation manteau. Alors, ça a l'avantage
en plus, bon déjà ça pour le coup c'est très perspirant, hein. Donc c'est bien, on est vraiment dans le concept du mur de plus en plus qui laisse passer facilement la vapeur d'eau. Et en plus il y a un traitement par-dessus qui le rend par pluie. Et on l'utilise d'ailleurs, on va arriver à la toiture tout à l'heure, et à la toiture on a le même produit. Ça c'est un bon par pluie, mais lorsqu'on le laisse, on a quand même un temps limité parce que les UV vont venir l'abîmer. Donc soit on sait qu'on enchaîne tout de suite, ça peut bien se faire, soit on a des doutes et mieux vaut quand même mettre par principe une petite membrane derrière, étanchéité à l'eau. Voilà, c'est un écran de sous-toiture et complètement respirant, hein. Ça bloque l'eau, mais ça laisse complètement passer la vapeur d'eau. On vient le rajouter par précaution. Bon, c'est un petit surcoût, mais au moins on est tranquille. Ça peut traîner sur le chantier, etc. Pareil en toiture. Donc le mur était déjà monté. Ils nous l'ont livré. Il y avait déjà le panneau de contreventement. Il n'y avait pas l'isolant dedans, par contre. Ça, on en parlera après, parce que je n'ai pas fait le choix de la fibre de bois, qui était un bon choix également, mais on a fait autre chose. Et on avait donc le panneau qui était mis comme ça. Nous, on a fait le choix de l'insufflation ouate de cellulose. Là, c'est pareil, c'est une technique que moi je maîtrise bien, que je connaissais, que j'avais déjà employé sur d'autres projets. Et puis, je savais qu'au moment du chantier, j'avais aussi des artisans disponibles qui maîtrisaient cette technique. Et c'est compressé dans des sacs, ça nous est livré, donc ça prend très peu de place. Et après, nous, avec des machines, on parle de souffleuse, plutôt de cardeuse, et on fait tomber les sacs dedans, ça défibre, ça aère la ouate, et ça va, via des tuyaux, on peut donc l'insuffler dans les parois. Bon, on a utilisé majoritairement la ouate de cellulose, mais on a quand même utilisé la laine de bois, donc souple comme ça, dans pas mal de petites zones qui étaient trop complexes. Toutes mes tours de fenêtre, par exemple, c'était un peu particulier, et j'ai fait ça uniquement avec la laine de bois, c'était beaucoup plus pratique. Les cloisons Fermacell, on en a parlé. Là-haut, à l'étage, on a tressé ça, on a mis un isolant qui est un petit peu différent, bon, voilà, pour un petit peu changer de produit, et qui est un peu plus performant phoniquement. Donc ça, c'est un mélange chanvre, lin et cellulose. On a fait des cloisons qui étaient classiques, on va dire, de taille classique. Généralement, on a 45 mm d'isolant, et voilà, on a mis ça. Et après, d'un côté, dans chaque pièce, on a un Fermacell, de l'autre côté, on a un lambris. On pourra aller jeter un œil si vous voulez juste après. Donc c'est ces membranes-là qu'on utilise. Ils ont une gamme très complète, hein. Ces fameuses membranes, c'est l'Intello, ils appellent ça. C'est une membrane que je dis moi intelligente. Elle a une capacité à se fermer et à s'ouvrir. Donc à se fermer l'hiver pour justement éviter que l'humidité passe dans les matériaux, et au contraire l'été complètement s'ouvrir. Et c'est une membrane qu'ils utilisent également pour sécher dans des édifices qui ont connu des problèmes d'humidité et qui permettent parce que par exemple une maison ancienne, on a mis du ciment sur les enduits, tout ce qu'il ne faut pas faire, ou du coup il y a eu un excès d'humidité, mais après qu'on a décidé quand même d'isoler. On peut isoler avec des matériaux naturels, et puis avec ce genre de technologie là aussi, parce que finalement ça laisse perspirer, le mur continue à vivre, continue à évacuer sa vapeur d'eau, et l'été ça permet également d'avoir un confort thermique plus important, parce que l'humidité rentre à ce moment-là dans les matériaux et permet de faire une barrière thermique. Donc là, on a fait quand même un choix en termes de produit qui n'est pas très cher, plus coûteux à mettre en œuvre. On est sur une pose traditionnelle à couvre-joint. Donc on a essayé les planches qui étaient relativement brutes, à peine rabotées. Et puis il y a un couvre-joint qui vient se mettre devant. On faisait comme ça dans de nombreuses régions de France. Les granges, etc. étaient faites de cette façon. Parfois le couvre-joint d'ailleurs c'était que des planches. Donc c'était les planches qui servaient de couvre-joint. Des fois on a des couvre-joints qui sont beaucoup plus larges. Voilà. Et ça, si on veut quand même que ça soit joli, il y a quand même un travail. Ça demande du temps quand même. Ça demande du temps. Au sol là, la terrasse, c'est le châtaignier. Donc oui, le châtaignier, c'est plus résistant. Alors que l'avantage du châtaignier, c'est que ça reste un bois qui est quand même moins dense et qui est plus facile à travailler, point de vue. Voilà, et puis qui est très disponible. La ressource est disponible. Le problème aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir les scieries qui en font. Et là, c'est pas toujours simple. En intérieur, on a donc notre panneau de contreventement ici. Et puis sur les zones, donc le lambris, c'est pareil, on est resté, j'ai voulu rester la logique pain maritime, comme dans les pins. Donc c'est du pain qui vient du pain des Landes. Dans le reste de la maison, quand c'est pas du lambris, c'est des cloisons. On n'est pas en placo, on n'est pas en rail métallique, on est toujours en Douglas, ossature bois, ossature Douglas partout. On est vraiment sur du bois, nous, dans toute la maison. Alors on est exactement, l'arrière de la cuisine, on a pareil, on a le tasseau. Et puis après, c'est du Fermacell. Tous les panneaux, c'est du Fermacell dans la maison, plafond, mur. Il y a un point que je n'ai pas abordé, qui est un peu un point très spécifique dans cette maison, même au niveau architectural, c'est sur le carré que vous voyez au milieu. Donc ce carré, il est un peu d'ailleurs des accès sur la maison. Bon, ça c'était un peu pour un jeu, on aurait pu le faire plus droit, on l'a voulu un peu décaler. Mais ce carré, il a plein d'intérêts. D'abord, il est fait une grosse partie de ce carré, il est fait en terre, il est en argile. La plus grosse partie, il est fait, c'est ce mur-là qui est le plus épais. Il est fait avec ce qu'on appelle des BTC, des briques de terre crue. Donc ça, c'est un matériau qui est pas cher, particulièrement, c'est de l'argile à la base.
qui est extrêmement dense et c'est un des meilleurs matériaux en matière de déphasage et d'inertie. Il a une capacité à stocker les calories et à les restituer doucement. Donc l'intérêt, c'est que lorsque par exemple on a un poêle comme on a ici, qu'on va le faire fonctionner, il va emmagasiner la chaleur, le poêle ça va s'arrêter et les calories vont être restituées sur plusieurs heures dans la maison. Nous, on a décidé de la recouvrir, donc on a fait un enduit par-dessus, on a rajouté 2 cm d'enduit d'argile, encore de l'argile, plus sur quelques millimètres un enduit de finition pour que ça soit un petit peu plus fin. On a terminé par peindre avec une peinture végétale, des pigments naturels parce que ma femme avait des souhaits de couleurs très précises et que ça n'allait pas avec l'enduit. Donc on a pu, grâce à nos machines à teinter en boutique, aller vraiment chercher la teinte qu'elle voulait. Donc là ici, on est en briques de terre crue. Le reste du tour du carré, on est sur des panneaux. C'est des panneaux d'argile. Alors il y a juste, voilà, il y a une chape carrelage. Ouais. C'est du kaolin, quoi. C'est de l'argile, hein, c'est une matière première totalement naturelle. Hein. Et dans le mode de fabrication, ils sont partis sur une technologie digitale. Donc ils imitent les dessins qui sont faits dessus. Donc c'est fait avec des émaux, hein, c'est ce qu'on utilise dans tous les. Mais c'est numérisé. Donc c'est comme des impressions numériques d'émaux. Donc ils arrivent vraiment à reproduire des choses vraiment très jolies. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que grâce à ça, ils sont très précis. Ils ont quasiment pas, pour ainsi dire, pas du tout de déchets. Ils ont un peu de déchets au début, avant la cuisson, mais ça, ils savent le remettre dans la fabrication. Donc sur tous ces aspects, d'abord c'est très joli ce qu'ils font, et puis ils ont vraiment un parcours, un bilan environnemental qui est vraiment fabuleux. Nous, tout l'hiver, les gens ils viennent chez nous. Oh, il fait tellement bon chez toi, etc. Tu chauffes comment? Mais j'ai pas de chauffage. Hein, quoi, comment? Et le poêle est éteint et il se met en route. Alors le poêle, il va se mettre en route, mais vraiment dans les périodes froides où il fait très moche. Il va en général se mettre en route sur les coups des 4 heures du matin parce c'est un poêle à granulés, donc il y a un thermostat, il vit sa vie. Hein. Il faut quand même le nettoyer une fois par semaine, mais globalement, il va venir s'allumer tout seul et il va faire sa flamme. Alors ça dépend, mais en général vers 4h30 du matin jusqu'à 6h30, voilà, quand il fait froid. Et puis moi je me réveille souvent vers 7h et je vois j'ai les dernières flammes et puis s'éteint. Et puis voilà. Nous on a fait le choix d'un poêle qui avait une vraie flamme, qui avait une vraie combustion. Il n'est pas, comme j'ai une bonne ventilation, il n'a pas de. Souvent les poêles fonctionnent avec une soufflerie qui va pousser les calories, les poêles à granulés. Donc c'est une soufflerie qui est bruyante et qui pousse les calories dans la maison. Là il n'y a pas de soufflerie là-dedans. Il n'y a qu'une seule ventilation qui gère l'arrivée d'air primaire, on dit, qui gère la combustion. Donc si ça veut accélérer, ça amène un peu plus de granulés, ça amène un peu plus d'oxygène et c'est tout. Mais c'est très discret. Et vraiment, c'est pas aussi silencieux qu'un poêle à bois, mais ça reste quand même très silencieux. Et puis en plus, lui, c'est un poêle à inertie, c'est granulé et inertie, donc il est forte masse. On a une double peau d'acier. Il est extrêmement lourd, donc lui aussi rayonne. Et quand il s'arrête, il rayonne aussi longtemps en derrière. C'est vraiment le cœur de cette maison, on peut dire le poumon, on pourrait presque dire le poumon, parce que l'avantage aussi de la BTC, l'argile, c'est une capacité aussi à réguler l'humidité. Donc ça, c'est vraiment excellent. L'argile, ça se charge, ça prend l'humidité et ça restitue quand l'air est trop sec. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est très sain. Ça aussi, on dit que ça a des vertus aussi au niveau des odeurs, hein, ça neutralise les odeurs, tout ça, c'est assez sympa. Alors, dans ce cube passe l'escalier, j'ai des toilettes, j'ai la machine à laver, on va pouvoir aller voir ça. C'est pas ça qui est intéressant, ce qui est plus intéressant, c'est la ventilation. On a la ventilation à double flux, qui est le poumon vraiment de la maison, qui est dedans. On a notre ballon solaire thermique, parce qu'on a l'eau chaude provient du soleil aussi. Voilà. On a nos réseaux d'eau également. On récupère nos eaux de pluie pour le réseau de toilettes. Une double flux, c'est d'abord, pendant une passive, c'est essentiel. On ne peut pas faire de passif sans ventilation double flux. Alors là, le principe, qu'on ait une double flux comme un autre, c'est une double flux à haut rendement. Bon. D'abord, donc, on est sur un principe de machine, donc on a donc 2 flux. Un qui va gérer l'extraction de l'air vicié, l'air humide. Donc ça, c'est toutes les bouches qu'on va mettre dans les pièces humides, buanderie, salle de bain, toilette, les pièces d'eau, cuisine, éventuellement d'autres... on peut mettre dans un garage ou autre. Donc on évacue l'humidité, les polluants, voilà. Et l'autre flux, on ramène de l'air frais. Donc dans toutes les pièces à vivre, on va ramener des bouches que vous voyez ici, j'en ai dans toutes les pièces, j'en ai dans les chambres, etc. On amène une bouche, alors il faut qu'elle soit placée au bon endroit, pas n'importe où, si ça ne présente pas beaucoup d'intérêt, il y a une vraie réflexion, encore une fois toujours une étude qui est faite en amont, et ça va permettre d'amener un air neuf pris de l'extérieur. Sauf qu'avant qu'il soit
réinjecté dans la maison. Il aura la chance d'avoir été filtré déjà, mais il y a de nombreux polluants qui nous entourent, hein, même là, sous les arbres, etc. Insectes et autres. Donc déjà, on filtre tout ça. Et puis, on va venir récupérer également les calories. On va récupérer les calories de l'air vicié qu'on va jeter à l'extérieur. Donc avant de relâcher l'air, on va récupérer ces calories. Et là, on est dans des rendements très élevés. On arrive jusqu'à 98% de rendement. C'est les machines, c'est impressionnant. On arrive vraiment à récupérer complètement et à chauffer un air gratuitement, à la ramener. Je veux dire, c'est faites ça avec rien d'autre. On ne peut pas arriver à ce genre de performance sans ça. Alors, vous avez un renouvellement d'air qui est parfait. Là, on renouvelle sur une machine comme celle-ci, on est à 350 000 litres d'air à l'heure, globalement. C'est sa capacité. On ne l'entend pas tourner. Il n'y a pas de bruit, ça sent rien. Après, il y a tout le réseau. La partie réseau, c'est hyper important. Dans une double flux, ça vaut le prix de la machine. Donc, le réseau, c'est tous les tuyaux, les bouches, etc. Donc, ça, c'est aussi de la technicité. Et là, on est sur des systèmes de réseau rigides, nettoyables. On peut y mettre réellement dedans, des furets, ça ne s'abîme pas, etc. Des principes de... Mais ça, c'est pareil, ça se fait tous les 10 ans et quand c'est encrassé. On est en poutre en I, partout. Un des gros intérêts, c'est qu'en plus, c'est vrai que c'est vraiment très léger. À poser, on peut prendre des grandes sections à deux, on vient les mettre dans des sabots, c'est vraiment génial. Ce qui est super, c'est qu'on peut passer tous les réseaux là-dedans. On fait des trous très facilement. Alors la poutre, elle est plus grande, hein. Ça c'est une toute petite, c'est un exemple. Hein. Ici, on était sur des poutres de 40 par exemple. 40, on est à peu près là. Puis on fait des trous. Je passe mes réseaux d'eau. Mes réseaux électriques, j'avais pas forcément besoin parce qu'il y a un contre-tasseau et c'est suffisant en termes d'épaisseur. Mon réseau de ventilation double flux. Donc je reviens sur la double flux. Plancher très simple. Donc tout le réseau, on le passe dans les poutres en I, comme je l'ai expliqué. Tout le réseau, c'est quand même, on a dû mettre 150 mètres de tuyaux, hein, quand même de double flux. Hein. Donc ça passe là-dedans. Et après, on a un OSB, qui est la dalle le plancher, hein, qui fait le sol. Et là-dessus, on a fait relativement simple. On a mis une fibre de bois rigide, spécifique, c'est pas celle-ci. Elle a une capacité à résister à la compression, sur lequel directement, on a posé du parquet. Donc c'est un sol qu'on commercialise également, en pose clipsable, donc qui est désolidarisé. Et donc phoniquement, c'est excellent. C'est très très bon, parce qu'il n'y a pas de lien. Il y a les ponts thermiques, mais il y a également les ponts phoniques. Et un pont phonique, c'est une vibration. C'est un parquet en pose flottante, ouais. Et donc là, c'est un sol en bois. C'est une finition chaîne, donc c'est un produit un peu spécifique, on pourra en reparler si vous voulez, qu'on affectionne chez nous, qui est posé directement dessus. Donc c'était assez simple à poser. Des panneaux, le sol, et voilà. Et vous verrez qu'on marche dessus, et c'est costaud. On a l'impression que c'est mou, voilà. Donc on a aussi le solaire, donc nous on fait le chauffage eau chaude solaire thermique. Donc ça, on a fait ce choix-là, ça c'est quelque chose moi que j'affectionne. Je trouve ça bien parce que ça répond à notre besoin. On fabrique grâce au soleil nos besoins en eau chaude. On arrive à couvrir quasiment 80% de nos besoins à l'année. C'est quand même vachement bien. Et ça fonctionne très bien, c'est très fiable. C'est des technologies qui sont simples. Bon, nous ici on a la chance quand même d'avoir un beau taux d'ensoleillement. Le problème en effet va venir de plusieurs jours sans soleil. Parce qu'en fait moi il me faut grosso modo il me faut 2 heures de soleil pour vraiment que le ballon soit au top et rechargé, quoi. Et oui, sinon c'est la résistance. Donc le plafond du toit plat, on a de la ouate de cellulose de nouveau. Là, je crois qu'on a 36 de ouate de cellulose, 36 cm. En toiture, là-haut, c'est carrément 45. On a 36. Après, on a un OSB, mais on a un isolant rigide en polystyrène. Voilà. Et ça nous a été imposé parce qu'il n'y avait pas d'avis technique. Sinon, je ne pouvais pas avoir d'assurance au niveau des couvreurs, etc. Personne ne voulait prendre l'assurance de la maison. Donc, pourquoi est-ce qu'on est sur une toiture dite chaude et sur un côté nord qui reçoit peu, à un moment donné, le soleil, donc des problèmes potentiels de condensation, etc. Ici, on a cherché le bon compromis. Je ne voulais pas aller jusqu'au boutiste. Bon, les enfants, quand ils sont dans leur chambre, bon, s'ils font un petit peu de bruit, nous, on est là, mais on les entend finalement assez peu. Ce qu'on n'aime pas, le bruit, c'est souvent, lorsqu'on ne l'aime pas, c'est qu'on est dans son lit, en fait. Quand on est dans son lit et qu'on entend des petits bruits, mais tac, tac, qui tapent au-dessus, c'est très désagréable. Et ça, on n'a pas ce problème-là, parce que notre chambre, elle est à côté, il n'y a personne au-dessus. Donc, on a là le mur toujours en ossature, ouate de cellulose, qui est déjà un très bon isolant phonique, mais ça ne fait pas tout. On a rajouté en intérieur ce panneau qui s'appelle Acoustics, c'est un panneau qui est fabriqué en Belgique et c'est un mix de cellulose et d'anadelin. C'est 100% naturel. On a rajouté du fermacell. On a eu des techniques de fixation un peu particulières, parfois collées. Ça, c'est sur les murs et des deux côtés. Donc, on a complété
Du coup, on a 3 densités. On a la ouate de cellulose, c'est un adelin, le fermacell des 2 côtés. Alors déjà, le bruit, là, on n'a plus grand-chose. Après, il y avait les problèmes d'impact au niveau du plancher, de l'étage, de l'escalier, etc. et du sol. Donc, on a désolidarisé. Au sol, on a fait, ce que j'apprécie beaucoup, on a fait ce qu'on appelle on a fait une chape sèche. Ça, c'est des techniques qui sont assez peu utilisées en France. Pourtant, c'est génial, puisque le premier problème dans une maison, 95% du temps, c'est l'eau. Et l'eau, souvent, on l'amène même au moment du chantier. Et elle met beaucoup de temps à s'évacuer. On a l'impression que c'est sec techniquement. On peut marcher sur une dalle, mais l'humidité, elle met des années à sortir. Quand on ferme tout, en plus, c'est encore plus compliqué. Donc la chape sèche, c'est vraiment intéressant. Et c'est quoi une chape sèche? En fait, on a un granulé. Alors, j'ai un exemple. Je vais vous montrer un petit peu, parce qu'on le voit bien ici. C'est exactement ça. Imaginons que ça, c'est ma dalle béton. Et ici, j'ai mon granulat. Alors, beaucoup plus épais, hein. On l'a mis. Ça, c'est le verre. Le granulat, on l'a mis, on doit être à peu près sur 5 cm d'épaisseur. Donc, on l'a sur, c'est des sacs qu'on déverse. Et après, on vient avec une règle, comme un maçon, vient un petit peu tirer sa chape. Et il vient lisser tout ça. On rajoute une fibre de bois rigide. Et on rajoute le système de sol fermacell, qui sont des doubles plaques, pardon, comme celle-ci là, qui viennent en fait s'emboîter et on pose ça. Donc en périphérie en plus, il y a un isolant supplémentaire. Là en l'occurrence c'est en lin, je ne l'ai pas à vous montrer, mais c'est de la fibre de lin qu'on met tout autour, comme ça, qui désolidarise. En dessous la fibre de bois et le granulé. Donc, et à l'étage, je suis allé un peu plus loin. Chez Fermacell, ils ont ce système-là. C'est un système cartonné, c'est comme des nids d'abeilles. C'est des plaques de nids d'abeilles qu'on pose et on vient rajouter à peu près le même granulat. C'est pas tout à fait le même, qui vient là-dessus. Et en fin de compte, tout repose. Donc le granulat vient pour renforcer le nid d'abeille qui est en carton et du coup qui devient extrêmement costaud. Et en fait, c'est le carton sur lequel repose tout. Après, il y a une fibre de bois qui est sur le carton et le carton fait qu'il devient très très costaud parce qu'il est complètement pris encapsulé comme ça dans ce granulé, fait que le bruit ne passe plus du tout. Donc pareil, là-haut, système flottant et on a fait le même système et après on a mis du parquet en liège en l'occurrence là-bas. Donc au niveau électricité, on a quelques petites choses innovantes quand même. Donc ici, on est en système d'éclairage LED partout. On a qui nous permet de consommer très très peu et d'avoir vraiment un très bon éclairage parce que, pareil, on l'a réfléchi. C'est-à-dire que ça, c'est des choses qu'on a tendance à délaisser. Mais moi, j'invite tout le temps les clients à faire une étude. Et ça, c'est des choses qu'on fait, nous, gratuitement. Donc, on a notre fabricant français de LED qui nous fait ça, parce qu'on a un partenariat avec eux. Et nous, on sait faire une étude d'éclairage. C'est le jour et la nuit, une étude d'éclairage. Bon, les puces, tout ça, ça vient quand même du Japon. Hein, mais tout l'assemblage, la conception est faite en France. Et on est sur un principe d'éclairage avec des alimentations déportées. Donc, toutes les alimes, moi, par exemple, sont toutes dans la cuisine, là, dans l'arrière-cuisine. C'est ce que l'alimentation, c'est vraiment la pièce, c'est le maillon faible de ce genre de tous les spots à LED. Et donc eux, dans leur étude d'éclairage, ils prennent en compte tous ces aspects-là. Ils prennent en compte les hauteurs de plafond, ils prennent en compte pour pouvoir dimensionner correctement leurs éclairages. Et on a aujourd'hui, c'est les systèmes de LED qui ont le meilleur rapport lumen-watt. Moi, j'ai conscience que dans une maison bois, à la différence d'une maison en pierre, quand on passe des réseaux électriques, il y en a de plus en plus aujourd'hui, parce qu'on est quand même très équipé. La norme fait qu'il y a des réseaux partout. En fait, il y a des ondes partout. Je ne parle pas du Wi-Fi et des ondes de téléphone, hein, mais chaque câble rayonne énormément. Ça se mesure. Qui est le long de son lit et qu'on passe 8 heures ou 9 heures ou les 12 heures pour les grandeurs meurs, coller la tête finalement à ça du passage électrique, ça veut dire que son cerveau se prend pendant 12 heures un champ électromagnétique. Mais de toute façon, ça a un impact sur nous, sur le vivant, sur les animaux, sur plein de choses, même sur les plantes. Alors soit on peut être... Il y a des solutions très simples. Il y a ça. Donc ça a l'air d'être une gaine classique, mais en fait non, c'est une gaine blindée. Donc il y a un blindage à l'intérieur carbone qui fait qu'il va récupérer tout le champ des fils et qui va être capable de le renvoyer sur la terre et après qui va être évacué. Donc on peut équiper tout simplement toute la maison avec ça. Ça fonctionne. Il y a des précautions quand même à prendre. Ça ne règle pas tous les problèmes. Il y a aussi au niveau des boîtiers électriques, on a des peintures de blindage et on vient raccorder la terre dessus. Donc ça c'est une possibilité quand les gens veulent vraiment se prémunir de ça. Ils sont sensibles et ont conscience de ça. Bon, c'est possible. Ouais, ça fait 3 ans. Alors, je ne suis pas ça forcément à la lettre, mais globalement, on consomme environ une trentaine de sacs de granulés, hein, c'est des sacs de 15 kilos. C'est ce qu'on passe dans notre poêle à granulés. Bon an, mal an, un petit peu plus, un petit peu moins. Voilà, et la consommation électrique, là, je ne vais pas l'avoir en tête. On est sur des factures d'électricité en période estivale en dessous de 50 € hein, par mois. Et puis, ça va doubler pendant l'hiver, quoi. Et ce qui est important, c'est le confort aussi, parce que, évidemment, on est sur des coûts qui sont faibles, mais on peut être sur des coûts faibles en ayant un confort de vie
qui est également très faible, alors que là, réellement, on se sent vraiment bien tout au long de l'année. Et voilà, et tous les gens qui ont la chance de visiter la maison nous font toujours le retour, quoi. Alors, le projet a pas mal bougé. Je sais qu'initialement, nous avions prévu de faire construire cette maison intégralement par des entreprises. À l'époque, on était sur un budget à peu près autour de 2500 € du mètre carré de tête. Bon, le projet s'est pas déroulé ainsi et j'ai pris en charge en autoconstruction une grosse partie du projet. Voilà. C'était une bonne chose. Et aujourd'hui, on est à peu près, on est un petit peu en dessous de 1500 € du mètre carré, mais c'est difficile de comparer avec le budget réel d'une construction qui se ferait complètement via des artisans, des entreprises. La partie autoconstruction ayant été très importante.